BlackRock contrôle 10 000 milliards. Voici leur stratégie secrète. 10 000 milliards. Franchement, ça donne le vertige, non? Ce n'est pas le PIB d'une superpuissance, ni même la fortune combinée des 10 hommes les plus riches de la planète. Non, c'est ce que gère un seul et unique acteur, un colosse discret dont le nom résonne pourtant aux quatre coins du monde financier. BlackRock. Imaginez un instant la puissance de ce chiffre. C'est l'équivalent de presque la moitié du PIB des États-Unis, ou la somme de toutes les richesses de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. C'est plus que le budget de la défense de tous les pays de l'OTAN combinés sur plusieurs années. C'est tout simplement une somme astronomique, presque insaisissable. Et pendant que vous êtes là, à regarder cette vidéo, à vous demander comment une telle entité peut exister, leur logiciel fétiche, Aladdin, tourne à plein régime. Ce n'est pas une simple application de gestion de portefeuille. C'est un cerveau numérique colossal, capable de simuler plus d'1,5 million de scénarios catastrophes par jour. Vos placements, votre épargne retraite et même le prix de votre baguette de pain de demain matin, tout est passé au crible, analysé et modélisé. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va démonter cette machine incroyable pièce par pièce. Comment un géant que la plupart d'entre nous ne voient jamais, dont le nom ne fait pas la une des journaux grand public aussi souvent que les GAFAM, a-t-il réussi à devenir si omniprésent qu'il ne se contente plus de suivre les marchés, mais les littéralement? Et surtout, quel est ce petit détail, cette clause en caractère minuscule, que personne ne vous raconte dans la brochure alléchante de vos ETF préférés? Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du monde de la finance et de votre place dedans. Larry Fink n'était pas, à l'origine, destiné à devenir le chef d'orchestre de l'ombre de l'économie mondiale. Loin de là. Son parcours est même marqué par un échec retentissant, une sorte de baptême du feu qui, paradoxalement, a forgé sa vision et sa détermination. En 1986, alors qu'il est à la tête du département de titres hypothécaires chez First Boston, une banque d'investissement respectable, il se prend les pièces dans le tapis. Un mauvais pari, une lecture erronée de l'évolution des taux d'intérêt, et boum, 100 millions de dollars de pertes. 100 millions. Remettons ça en perspective. Il y a 35 ans, c'était une somme colossale, l'équivalent d'un petit pays qui se déclare en faillite, d'une catastrophe financière majeure pour une institution. Imaginez le scandale, la pression, la honte. Normalement, un tel revers signe la fin d'une carrière à Wall Street. On vous montre la porte, poliment ou non, et vous disparaissez dans les limbes de la finance. Mais Larry Fink a eu une chance inouïe. Ou plutôt, ses patrons ont vu en lui quelque chose de plus profond qu'une simple erreur de jugement. Au lieu de le renvoyer, ils lui offrent une chaise côté couloir. Une sorte de purgatoire, oui, mais aussi une position d'observateur privilégié. Et c'est là, de ce poste en retrait, qu'il va identifier la faille systémique, le talon d'Achille de Wall Street, de la finance mondiale même. Personne ne mesurait réellement le risque. On pariait, on spéculait, on s'enthousiasmait pour des produits financiers complexes, mais la compréhension profonde et quantifiée des dangers inhérents manquait cruellement. Les modèles étaient rudimentaires, l'analyse superficielle et la confiance bien trop souvent aveugle. Cette révélation fut un électrochoc. Larry Fink, avec 8 de ses collègues, des esprits brillants qui partageaient sa frustration et sa vision, décide de prendre son destin en main. En 1988, il fonde BlackRock. Le nom lui-même, Roche Noire, évoque la solidité, la robustesse, l'ancrage. Leur mission? Poser la première brique d'un édifice qui allait changer la face de la finance. Fini l'improvisation et les paris à l'aveugle. Leur credo, la croyance inébranlable qu'on modélisait n'importe quel scénario, même le pire des pires. Leur objectif affiché, celui qui le hantait depuis cette nuit de 1986, plus jamais une déconvenue ne le réveillerait la sueur au front. Cette obsession du risque, cette quête de la certitude dans un monde incertain, va devenir le moteur de BlackRock. Aladdin. Le nom évoque la magie, l'Orient, les merveilles. Mais ici, ce n'est pas un génie qui sort d'une lampe, c'est l'acronyme de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Avouons-le, ça sonne un peu comme une techno de comptoir sortie tout droit des années 90, un peu austère, pas très sexy. Pourtant, derrière ce nom, un brin désuet se cache l'un des systèmes les plus puissants et complexes jamais créés pour la finance. Ce n'est pas une petite équipe de geeks dans un garage. C'est une armée de 5000 ingénieurs, de mathématiciens, de data scientists, répartis dans 20 data centers géants à travers le monde. Imaginez des salles entières remplies de serveurs, de câbles, de lumières clignotantes, travaillant 24 heures sur 24
pour digérer, analyser et modéliser. Ce système, ce cerveau numérique, ingurgite une quantité astronomique de données, 250 millions de points de données par nuit. Pour vous donner une idée, c'est comme si chaque nuit, Aladdin lisait l'équivalent de plusieurs bibliothèques nationales, les analysait, les recoupait. Quelles sont ces données? Ce ne sont pas que des chiffres boursiers classiques. On parle des prix d'actifs en temps réel, des courbes de taux d'intérêt, des indicateurs macroéconomiques, bien sûr, mais aussi des informations bien plus inattendues, des données climatiques pour anticiper les risques liés au changement climatique, des flux de tweets pour capter le sentiment de marché, des images satellites pour surveiller les récoltes ou l'activité industrielle, et même le trafic portuaire mondial pour évaluer l'état du commerce international. C'est une surveillance globale, omnisciente, qui ne laisse rien au hasard. Le résultat de cette ingestion massive? Aladdin simule 1,5 million de scénarios de crise par jour. Pas des scénarios simples, non. Des stress tests ultra complexes qui envisagent toutes les catastrophes possibles. Une pandémie mondiale, une crise financière majeure, un conflit géopolitique qui dégénère, une flambée des prix des matières premières. Quand la Fed achète des obligations pour soutenir l'économie, quand la guerre éclate en Ukraine et fait s'envoler le prix du blé, quand le café flambe à cause d'une sécheresse historique, Aladdin est là. Il anticipe les répercussions, la contamination sur l'ensemble des portefeuilles gérés. Il ne se contente pas de réagir, il voit venir l'onde de choc avant qu'elle ne frappe. Mais ce qui était vraiment fascinant, c'est que BlackRock ne garde pas cette recette secrète pour lui. Oh non, il loue cette plateforme à pas moins de 200 clients externes. Et quels clients? Des fonds de pension géants, des compagnies d'assurance, des banques, des gouvernements, des fonds souverains. Ensemble, ces clients représentent la bagatelle de 21 billions de dollars d'actifs. 21 billions, c'est encore plus que ce que gère BlackRock directement. En clair, un tiers des actifs mondiaux, une part colossale de la richesse de la planète, passe d'une manière ou d'une autre par ce logiciel. Après Aladdin, parlons maintenant de iShare. iShare, c'est la vitrine rutilante, le produit d'appel grand public. C'est l'image que BlackRock veut que vous ayez d'eux. 2000 produits financiers, des frais ridiculement bas, parfois à peine 0,03%. Un simple ticket de bourse, quelques euros, et hop, vous pouvez acheter une part du marché entier, diversifier votre portefeuille en un clin d'œil. C'est facile, rapide et surtout pas cher. Le parfait argument marketing pour vous faire dire « Tiens, je peux investir comme les riches, comme les grandes institutions, sans me ruiner en frais de gestion. » C'est l'outil idéal pour démocratiser l'investissement, pour vous donner l'impression que la finance est à portée de main. Et c'est vrai, ça fonctionne. Des millions d'investisseurs individuels se tournent vers les ETF iShare, attirés par leur simplicité et leur coût. Sauf que derrière cette façade attrayante du discount, il y a une machine beaucoup plus rentable, une face cachée bien plus lucrative. La gestion alternative. C'est là que BlackRock déploie sa véritable puissance de frappe. Il gère des dizaines et des centaines de milliards dans des actifs bien moins liquides, bien moins accessibles au commun des mortels. Par exemple, 70 milliards en infrastructures, des autoroutes, des ponts, des aéroports, des réseaux d'énergie. 120 milliards en immobilier, des gratte-ciel, des parcs logistiques, des centres commerciaux géants. Et 50 milliards en private equity, c'est-à-dire l'investissement direct dans des entreprises non cotées en bourse, souvent pour les restructurer et les revendre avec profit. Ici, les frais ne sont plus de 0,03%, loin de là. Ils tournent plutôt autour de 1,5% de frais de gestion annuels, auxquels s'ajoute 20% de la performance générée. Imaginez l'impact, 1,5% sur des centaines de milliards, plus un cinquième des bénéfices. Multipliez ça par la durée de vie d'un fonds d'infrastructure ou de private equity qui peut s'étendre sur 10, 15, parfois 20 ans. Vous comprenez mieux pourquoi Larry Fink peut se permettre des bureaux avec une vue imprenable sur Central Park et pourquoi BlackRock est la machine à cash qu'elle est. Le double jeu est là, limpide. D'un côté, le grand public, attiré par le miroir aux alouettes des ETF low cost, met son argent dans ses produits simples. De l'autre, BlackRock utilise cet afflux de capitaux et d'autres sources de financement pour investir massivement dans des actifs réels, tangibles, dont la valeur ne peut pas être imprimée à volonté par les banques centrales. Des actifs qui génèrent des revenus stables et sur le long terme. Le grand public s'enthousiasme pour la bourse, mais ne voit pas la véritable stratégie derrière. Il se figera, incrédule, quand la presse titrera un jour «
BlackRock décroche l'aéroport de Nice ou BlackRock investit dans le réseau électrique australien. La même société, deux niveaux de risque-récompense, deux publics, mais une seule direction, accumuler les actifs réels. Un nom, une date, qui résonnent encore comme un coup de tonnerre dans le monde de la finance. Lehman Brothers s'effondre, entraînant dans sa chute un pan entier du système financier mondial. La panique est totale. Les marchés sont tétanisés, les banques ne se font plus confiance, l'économie mondiale est au bord du gouffre. C'est un chaos sans précédent. Au milieu de cette tempête, l'État américain, via le Trésor et la Réserve fédérale, est désespéré. Il cherche désespérément une solution, un moyen de contenir l'incendie. Et là, dans un geste qui en dit long sur la puissance discrète de BlackRock, le téléphone sonne. Qui est à l'autre bout du fil? Le Trésor américain. Et pour qui appelle-t-il? BlackRock. Pourquoi eux? Parce qu'à ce moment précis, ils étaient les seuls, oui, à posséder l'outil, la technologie et l'expertise pour déballer, analyser et valoriser les 70 000 dérivés toxiques qui pourrissaient le bilan d'AIG, un assureur géant dont la chute aurait été encore plus dévastatrice. En une semaine, BlackRock, via son fameux Aladdin, a réussi l'impossible. Cartographier le risque, comprendre l'ampleur du désastre. C'est un mandat historique qui est donné à Larry Fink, sauver le système. Et il le fait, tout en continuant de gérer ses propres fonds et ceux de ses clients. Conflit d'intérêts? Officiellement non. On vous expliquera qu'il y a des murs de Chine, des barrières étanches entre les différentes entités, pour éviter toute fuite d'informations ou tout avantage indu. Mais officieusement, la réalité est bien plus complexe. Imaginez, BlackRock reçoit les données, les informations les plus sensibles sur l'état de santé des banques, des entreprises, des marchés. Ils apprennent exactement où se cachent les bombes, à retardement, les points faibles du système. Et bien sûr, ils se positionnent en conséquence. C'est une information précieuse, un avantage stratégique colossal, offert sur un plateau d'argent. Dans l'ère actuelle, où la conscience environnementale et sociale est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, BlackRock n'est pas en reste. Au contraire, ils ont déployé une stratégie de communication massive, affichant partout la bannière de l'ESG. Environnemental, social, gouvernance. Larry Fink, le PDG, est devenu un apôtre de la durabilité, écrivant chaque année des lettres ouvertes aux PDG des plus grandes entreprises du monde, martelant le message. Désormais, la croissance durable est la seule croissance viable. Le risque climatique est un risque d'investissement. C'est un discours puissant, un engagement affiché qui vise à positionner BlackRock comme un leader de la finance responsable, un acteur du changement positif. Mais, comme souvent avec les géants, la réalité est plus nuancée, pour ne pas dire paradoxale. En parallèle de ce discours vert et engagé, BlackRock reste l'un des plus gros actionnaires de Glencore, le premier producteur de charbon du monde. Le charbon, l'énergie fossile la plus polluante, celle que l'on est censé abandonner en priorité. Même topo pour les géants pétroliers comme Exxon, Chevron ou Total. Des entreprises dont l'activité principale est intrinsèquement liée aux énergies fossiles et dont les émissions de carbone sont massives. Comment justifier une telle contradiction, une telle dissonance entre le message et les actes? La réponse officielle, celle que l'on retrouve dans leurs communiqués de presse et leurs rapports, est finement ciselée. Nous ne boycottons pas les entreprises, nous les accompagnons dans leur transition. En clair, on ne se retire pas de ces investissements polluants, car cela n'aurait qu'un impact limité, disent-ils. Au lieu de cela, on reste actionnaire, on participe aux assemblées générales, on vote pour quelques résolutions climat symboliques, on publie un joli rapport carbone pour montrer patte verte, et on garde la cote verte auprès des agences de notation ESG, une sorte de dialogue constructif qui, dans les faits, permet de maintenir des investissements lucratifs tout en se parant des vertus de la durabilité. Le plus cynique dans cette stratégie, c'est la façon dont elle est monétisée. La majorité des ETF ESG d'iShares, ces produits durables que l'on vous vend comme un moyen d'investir de manière éthique, ne sont souvent que des versions allégées des ETF classiques. C'est-à-dire qu'ils retirent quelques entreprises jugées les plus polluantes, mais compensent en augmentant la pondération d'actions technologiques, par exemple. Résultat, la performance est souvent similaire à celle d'un ETF classique, mais l'étiquette est verte et les frais sont majorés de 0,15%. Nous arrivons au dernier volet, et peut-être le plus ambitieux, de la stratégie secrète de BlackRock. La mainmise sur les infrastructures mondiales.
Oubliez les actions, les obligations, les produits financiers complexes un instant. BlackRock est en train de préparer la prochaine grande étape. Un fonds visant à capter 68 000 milliards de dollars d'actifs réels d'ici 2030. 68 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la valeur de l'économie française chaque année, multipliée par presque 30. C'est une somme qui dépasse l'imagination, une ambition qui n'a d'égal que la taille de BlackRock. Quels sont ces actifs réels qui les intéressent tant? Des routes, des ponts, des data centers, ces centres névralgiques de l'économie numérique, des réseaux électriques, des aéroports, des pipelines, des ports, des hôpitaux, des systèmes de traitement de l'eau, des parcs éoliens, des fermes solaires. En bref, tout ce qui constitue l'épine dorsale physique de nos sociétés modernes. Mais pourquoi un tel appétit pour le béton, l'acier et les câbles? La réponse est simple et un peu désespérante pour les États. Avec la dette mondiale qui a explosé pour atteindre 300% du PIB planétaire, les gouvernements n'ont tout simplement plus le cash. Les caisses sont vides, les budgets sont contraints, et les besoins en infrastructures, eux, ne cessent de croître. Les infrastructures existantes vieillissent et nécessitent des rénovations massives, et de nouvelles infrastructures sont indispensables pour soutenir la croissance démographique et économique. Les États sont à la croisée des chemins. Soit ils augmentent massivement les impôts, ce qui est politiquement impopulaire, soit ils s'endettent encore plus, ce qui est risqué, soit ils se tournent vers le secteur privé. Et c'est là que le privé prend la place. Et le bailleur de fonds principal s'appelle BlackRock. Quand vous payerez votre prochain péage autoroutier, quand vous atterrirez à l'aéroport local, quand vous utiliserez l'électricité, une partie de cet argent, sans que vous ne le sachiez, ira directement dans la poche des fonds gérés par BlackRock. C'est la privatisation des services essentiels, mais à une échelle jamais vue. Le véritable tour de passe-passe, c'est la façon dont BlackRock finance ses investissements massifs. Comme le cash des ETF que vous avez achetés doit être réinvesti en continu, car les entreprises versent des dividendes, les obligations arrivent à échéance, etc., il est canalisé vers ces projets de très longue durée. Vous croyez acheter une part du Nasdaq, un morceau de l'innovation technologique mondiale, mais en réalité, vous financez un barrage hydroélectrique en Indonésie, un réseau de fibres optiques en Afrique ou un parc logistique en Europe. Le loop est bouclé. L'argent des petits épargnants, qui cherchent la diversification et la sécurité relative des ETF, alimente les infrastructures qui génèrent des cash flows stables et prévisibles sur des décennies. Et qui détient ces infrastructures? Le même géant, BlackRock. Si vous pensez que c'est fini ici, que nous avons fait le tour de la question, détrompez-vous. On n'a même pas encore parlé de leur réseau d'anciens cadres qui gravitent autour de la Fed, de la Maison Blanche ou des banques centrales européennes. On n'a pas abordé la façon dont leurs données ultra précises influencent directement les lois fiscales ou les décisions monétaires. Pour ne pas louper la partie 2 de cette plongée vertigineuse dans l'univers de BlackRock, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de taper sur la petite cloche pour être notifié. Vous n'avez pas d'action BlackRock en direct? Vous ne suivez pas la bourse tous les jours? Pas de souci, vous êtes quand même dedans, et bien plus profondément que vous ne l'imaginez. BlackRock est partout. Son empreinte est invisible, mais omniprésente dans votre quotidien financier. Votre assurance vie, par exemple. Ce placement sécurisé que votre conseiller vous a vendu? Il y a de fortes chances qu'elle place 30%, voire plus, de ses fonds sur des ETF iShares. Oui, les mêmes ETF dont nous parlions tout à l'heure. Votre épargne est donc indirectement gérée, et ses mouvements influencés par les algorithmes d'Aladin. Votre retraite par répartition? Même topo. Le conseiller en placement de la caisse de retraite, celui qui gère l'argent de vos futures pensions, utilise probablement Aladin pour stresser les scénarios, pour évaluer les risques et optimiser les rendements. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de s'en passer, tellement l'outil est devenu la référence. Et même votre banquier, celui qui vous propose des trackers ou des fonds indiciels pour diversifier votre épargne, le fait souvent sans savoir qu'il sert la soupe aux géants. Il est un intermédiaire, un maillon de la chaîne qui vous relie, sans le vouloir, à l'écosystème BlackRock. La conséquence directe de cette omniprésence? Quand BlackRock survole, tout le monde tangue. Leurs décisions, leurs analyses, leurs mouvements de capitaux ont un poids tel qu'ils peuvent faire pencher la balance des marchés entiers. Prenez l'exemple de septembre 2019. Le marché des repos, ces prêts à très court terme entre banques qui assurent de la liquidité du système financier, a montré des signes de stress extrêmes. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais leurs algorithmes, ceux d'Aladin,
ont détecté une tension anormale, un manque de liquidité imminent. 2 jours plus tard, la Réserve fédérale, alertée ou ayant constaté elle-même la gravité de la situation, a été contrainte d'injecter 75 milliards de dollars en urgence pour éviter le blocage pur et simple du système bancaire. Alors, face à cette omniprésence, à ce pouvoir tentaculaire, la question se pose. Peut-on vraiment y échapper? Techniquement, oui. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait, 1. Acheter uniquement des actions individuelles en direct, après avoir fait vos propres recherches approfondies sur chaque entreprise. 2. Utiliser des plateformes coopératives ou des gestionnaires de fonds vraiment indépendants, souvent plus petits et locaux. 3. Diversifier votre épargne chez des gestionnaires régionaux qui n'utilisent pas Aladdin et dont les stratégies sont moins corrélées aux grands flux mondiaux. Le problème? Le coût de transaction pour acheter des centaines d'actions individuelles serait prohibitif. Le temps de recherche nécessaire pour analyser chaque entreprise, chaque marché, chaque risque rendrait la tâche herculéenne, voire impossible pour un individu. Sans compter la difficulté d'atteindre une diversification suffisante pour se protéger des chocs. C'est une voie pour les plus aguerris, les plus passionnés, mais pas pour l'épargnant moyen. Plus réaliste et peut-être plus intelligent est de comprendre leur logique et de s'en servir. Puisque vous ne pouvez pas les battre et qu'il est difficile de les éviter, pourquoi ne pas essayer de monter dans le wagon? BlackRock, malgré sa taille, n'est pas infaillible. Et sa taille même est parfois son plus grand point faible, une vulnérabilité que l'investisseur astucieux peut exploiter. Prenons un exemple concret. Quand Aladdin, grâce à ses millions de scénarios, surpondère massivement l'or dans ses portefeuilles, qu'est-ce qui se passe? Les ETF, or gérés par iShares, et par d'autres qui suivent les signaux d'Aladdin, voient des entrées massives de capitaux. Le cours de l'or monte. Si vous repérez ce signal, en analysant les flux d'informations ou certains rapports, avant la clôture des marchés, vous pouvez piggybacker le mouvement, c'est-à-dire vous positionner avant que la masse ne le fasse. Autre astuce, suivre les filings 13F. Ce sont des déclarations trimestrielles obligatoires que les grands gestionnaires d'actifs américains doivent déposer auprès de la SEC, l'autorité boursière. Elles listent leurs principales positions boursières. C'est une mine d'informations. Dès que BlackRock déclare avoir doublé ou même triplé sa position sur l'uranium, par exemple, il y a de fortes chances que les cours des sociétés minières d'uranium explosent dans les jours ou semaines qui suivent. Vous n'avez pas 10 000 milliards de dollars à investir, mais vous avez le droit de monter dans le wagon et de profiter de l'impulsion qu'un géant comme BlackRock peut donner. Leur plus gros point faible, comme je l'ai dit, c'est leur taille. Pour entrer ou sortir d'une position sans faire bouger les marchés de manière incontrôlable, ils doivent le faire progressivement, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela vous laisse une fenêtre de quelques jours, parfois d'une semaine, pour agir. C'est une opportunité pour les petits poissons d'observer les mouvements de la baleine et d'ajuster leur propre trajectoire. Comprendre la mécanique, déchiffrer leurs signaux et exploiter cette inertie due à leur taille, c'est déjà un acte de résistance, une façon de reprendre un peu de contrôle dans un jeu où les cartes semblent distribuées. Et si BlackRock s'effondrait? C'est une question qui fait froid dans le dos, mais qu'il est impératif de se poser. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que le régulateur a désormais désigné le groupe comme une institution d'importance systémique. Traduction, c'est un peu comme une banque too big to fail, trop grosse pour faire faillite. Si BlackRock trébuche, s'il rencontre des difficultés majeures, le gouvernement, les banques centrales, devront le renflouer. Pourquoi? Parce que l'effet domino qui s'ensuivrait serait cataclysmique. Il effondrerait la retraite de 100 millions d'Américains, la moitié des fonds de pension européens et potentiellement une grande paix.